Ok, on attaque la troisième. Allez, putain. Putain, c'est chaud. Allez, quand vous voulez, ça tourne. Eh bien, bonsoir ou bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur cette nouvelle émission de Genix. Comme promis, la semaine dernière, nous allons vous parler de l'inflation en France. Je vais te dire pourquoi tu es là. Commande le passé, commande... Tu sais que le monde ne tourne pas rond sans comprendre pourquoi, mais tu le sais. Comme un implant dans ton esprit. Commande le présent, commande le passé. C'est ce sentiment qui t'a amené jusqu'à moi. Qu'est-ce que le premier catéchisme ? Sais-tu exactement de quoi je parle ? Tu honoreras le consommateur. De la matrice. Je suis bien évidemment accompagné de deux acolytes, Castellan. Salut Castellan. Ah, c'est dommage, j'avais oublié de déboucher une bouteille de Bourgogne. Oh, non. Bonjour Castellan, comment vas-tu ? Bien et vous, bonjour à tous les deux. Bonsoir, plutôt à tous les deux, et puis bonsoir à nos auditeurs. Oui, parce qu'on enregistre le soir. Salut Tonio, tu vas bien ? Bonsoir colonel, bonsoir Castellan, et puis bonsoir à tous. Et bonjour à tous. Et un petit conseil, achetez vos boissons avant qu'elles ne prennent trop de l'heure. Alors Tonio, tu vas nous parler d'un sujet éminemment important qui concerne tout le monde, l'inflation. C'est un vaste sujet tout le monde. Oui, c'est un vaste sujet, alors on va essayer de le prendre de la meilleure des manières. Alors, bon, comme vous avez pu le remarquer, l'inflation est quand même assez effective de nos jours. Vous avez pu voir que tout augmente. Tout, que ce soit l'électricité, les pâtes, tout ça, comme toujours. On nous parle aujourd'hui d'environ 7% d'inflation en France, 10% en Europe. Bon, on a promis au début de pas trop parler de chiffres, bon, ça commence mal. Enfin bon, là, on est quand même obligé à un moment donné. Oui, ouais, mais c'est pas fini. Bon, mais bon, concrètement, quand je prends le compte de mes dépenses, on est plutôt autour de 25 à 30% d'augmentation en un an. Ouais. Bon, le kilo de pâtes à 99 centimes, on le retrouve à 1,29. Le kilo de riz de 82 centimes, on le trouve à plus d'1,02 €. Et encore, quand on le trouve, parce que c'est un paquet de riz, 1,02 €, vous vous rendez compte, pour un kilo de riz en 2023, c'est exceptionnel. Puis voilà, et les patates, tu disais, colonel, l'autre jour, tu mangeais des patates, que tu serais prêt à en manger tout le temps. Ouais. Elles sont quand même passées de 60 centimes le kilo à 90 centimes en un an. Ouais. Ah, c'est plus 50%, c'est déjà, c'est terrible. Et c'est parce que je les touche moins cher, aussi. Je suis à la campagne. Ah, vous avez bien cette chance. Ouais, bon, alors, il y a quelques produits comme le beurre qui ont pas trop bougé, mais ça reste exceptionnel. Et bon, faut s'attendre dans les prochains jours à avoir des augmentations aussi drastiques. Ouais. Et pour le chauffage, c'est pareil. Alors que je me chauffe de la même manière que l'an passé, plus 30%. Plus 30% par rapport à 2021, alors qu'en 2021, on se plaignait déjà du fait que les prix étaient déjà trop hauts. Ouais. Donc ça, c'est aujourd'hui, et ça nous dit pas encore ce qui va nous retomber dessus. Je sais pas si vous avez entendu les déclarations du patron de Lidl qui nous disait que les produits à l'origine, avant d'entrer dans les grandes surfaces, prendraient entre 15 et 50% jusqu'en juin. Voilà. Ce qui est énorme. C'est-à-dire que vous multipliez par 1,5 votre budget nourriture à partir d'aujourd'hui. C'est terrible. Et puis moi, en tant qu'étudiant, ça m'inquiète particulièrement. Tu m'étonnes. Parce que si je me retrouve obligé de devoir voler des pâtes pour pouvoir manger, c'est bon. Ah, ça va être compliqué. Hein. Ouais, bah c'est surtout du jamais vu. Non, si, ça c'est vu. Non mais je parle en France, dans cette République 5e. Oui, non, Avant la Première République, ça s'est vu. Hein. Oui, oui, mais c'est ça. Mais je veux dire, c'est quand même quelque chose d'assez grave pour être noté aujourd'hui dans un monde où l'argent fluctue toujours dans le même sens. Non, mais en principe, ça devrait pas arriver. On est d'accord. En fait, je pense que la nouveauté pour nous, c'est quand même, on est dans un monde depuis 45 qui a l'habitude de deux choses. La première, c'est la paix. On n'a pas eu de conflit sur notre sol directement, en fait, comme une occupation, comme l'était celle des Allemands en 40 ou les Russes en 1815, hein, histoire de faire un parallèle avec ce qui se passe
à l'est. Oui. L'occupation n'est plus militaire, ça c'est sûr. Voilà, alors oui, justement, moi je parle d'occupation militaire. Et la deuxième chose, en fait, qu'on nous a vendue, qui était une deuxième arnaque, on parlait d'arnaque climatique la semaine dernière, mais c'était l'abondance. En 90, ça y est, on était dans un monde d'abondance, enfin même depuis 45, hop, c'était un monde d'abondance, un progrès infini, des produits pas chers qu'on pouvait avoir à portée de main dans la moindre grande surface, etc. Et on voit que d'une part, en fait, on a quasiment la guerre à nos portes, donc pour la paix, elle repassera. Et pour ce qui est justement de l'abondance, on voit qu'en final, c'est l'abondance n'est pas quelque chose qui est naturellement valable. Ouais, enfin, c'est pas acquis, quoi. Et voilà. Voilà, c'est ça. Ok. Oui. Non, mais c'est clair. Après, on va étudier juste là. Justement. On va voir pourquoi mon cher Tonio, poursuivre. Ah merci, cher colonel. Non, mais simplement, ces augmentations, elles sont pas liées à des facteurs naturels non plus. Voilà. C'est-à-dire que, bon, ça reste de la spéculation pure et simple. Lorsque les matières premières prennent un peu de prix, déjà on va commencer par là. Ouais. Les grandes surfaces augmentent les prix pour garder le même bénéfice qu'elles avaient avant. Ouais. Lorsque les matières premières baissent, ils descendent pas les prix, malheureusement. Ça nous ferait bien plaisir. Donc du coup leurs bénéfices augmentent, etc. Donc ça fait un cercle vicieux qui ne fait une augmentation de prix que dans un sens. Ouais. Bon, dans ce domaine-là, vous avez la fourberie de Total, par exemple, qui vendait il y a quelques mois son carburant 20 centimes de moins que les autres. On rappelle qu'il le vendait quand même 1,80€ le litre. Quand même. Et que évidemment, ils avaient des stocks de carburant qui étaient très nombreux, qu'ils avaient eu pour des prix classiques, mais voire même un peu en dessous, grâce à leur fameux contact, le contact de Total. Mmh. Et donc, ils revendaient avec plus de marge. Ils se faisaient plus de clients parce que tout le monde allait chez Total. Et pour couronner le tout, il faut dire aussi qu'ils sont passés pour les sauveurs de l'ouvrier qui prend sa bagnole pour aller bosser. C'est-à-dire que lorsque l'État et notre cher ministre de l'économie se félicitaient de donner 10 centimes par litre aux Français, Total derrière se tournait les pouces et devait bien rire, je pense. Ah oui, ça c'est sûr. Sachant que sur le prix d'un litre d'essence ou de gasoil, c'est pas la majorité de ce que vous allez payer pour le litre qui va chez Total, mais avec les TIPP, les taxes sur les produits pétroliers. Oui. Ouais, encore une fois, l'État est très gentil avec les Français. Voilà. Bref, bon, ça je pense que nos auditeurs, en tout cas j'espère, ils en sont assez conscients. Oui. Après, il y a peut-être parmi nous des gens qui ne vivent pas en France, dont jamais. Et je pense que c'est un phénomène assez répandu. Au moins, c'est répandu dans toute l'Europe, notamment avec cette création magique de plusieurs centaines de milliards d'euros qu'on a pu avoir pendant cette période de Covid. Alors évidemment, lorsque l'argent ne sert pas à indexer les salaires des petites mains et qu'elles vont dans les grandes poches, ça n'arrange pas l'affaire. Je vous rappelle que depuis quelques jours, l'homme le plus riche du monde, c'est un Français, c'est Bernard Arnault, qui a plus de 200 milliards d'euros. C'est bien. Grand bien lui fasse à cet homme-là. Non mais c'est bien, on peut dire au moins en France qu'on a la fierté de posséder l'homme le plus riche du monde. Ah bon, c'était pas Elon Musk? Ah merde. Ah non, il est 60 milliards en dessous, votre Oh petit américain. C'est un petit joueur alors. Oh là, c'est moche. Bon, au moins on peut dire Cocorico pour une fois. Ouais. Oui, enfin, je vous avoue que je préférais dire Cocorico avec un peu plus d'argent dans les poches, ou un peu plus de paquets de pâtes dans mon placard. J'ai quand même envie de vous rappeler que ce gars-là, c'est pas vraiment un Français. Hein. Oui. Une espèce de globaliste. Bref. Il doit sûrement être à Davos alors qu'il est. C'est clair. Et donc, Tonio ? Et donc tout ça nous amène toujours vers la pauvreté des petites mains, le grand bonheur des multinationales, et surtout des multinationales étrangères qui, face à la dévaluation de l'euro face au dollar, parce qu'aujourd'hui on rappelle qu'un dollar plus qu'un euro, non, ce qui n'a jamais été le cas d'ailleurs dans l'histoire de l'euro, eh bien ces fortunes étrangères font encore plus d'argent, toujours au détriment des pauvres petites mains. Ouais. Il y a aussi
la guerre en Ukraine, je sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Non, je vois pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On nous a dit que ça faisait monter les prix, vous avez dû entendre. L'Ukraine, c'est où? C'est pas à gauche de la Chine et à droite du Japon? C'est pas ça? Ah, d'accord. Ils appelaient pas ça Mongolie dans les vieilles cartes? Je vois pas de quoi tu parles. Ouais. Bon, en étudiant la population, peut-être que pour y voir des similarités. Ouais, du coup, la guerre en Ukraine est en fait l'alpha et l'oméga des maux de ce monde. Mais non, justement. Ah. Non, parce que vous avez Biden qui vous dit même aux États-Unis que c'est la guerre en Ukraine qui fait la dévaluation fondamentale de l'argent. Oui, voilà, ouais, c'est ça. Oui, c'est un peu le sens de ma réplique. Bref. Oui. Non, mais sauf que c'est pas exactement le cas. Ah bah non. Non, mais les prix des matières premières, les prix des énergies ont commencé à prendre un prix fulgurant, non pas pendant le conflit russo-ukrainien, mais avant. Ah ouais, t'es un complotiste, toi, t'as rien compris. Intéressant. Mais moi, je le vois dans mon métier, en fait, réellement l'impact de l'inflation. Pour l'instant, ça va, c'est relativement calme, même si ça commence à prendre des proportions pour les consommateurs finaux dans la grande distribution au niveau de l'alimentaire. Mais je peux vous garantir qu'à Rungis, en fait, ça fait un moment qu'on l'a et que ça va être pire, en fait, à cause justement du fait que l'Ukraine et la Russie, qui sont, je crois, exportateurs de grains à 15% eux deux. Ah ouais, bien sûr. C'est énorme. Donc la Russie, c'est le premier exportateur d'engrais mondial. Pareil, enfin voilà. Donc en fait, je crois qu'on en avait un peu parlé la semaine dernière et la semaine d'avant. Ouais. Mais nous, en fait, quand on va sur les marchés de gros d'alimentaire, donc Rungis, enfin du côté de Bordeaux et de Lyon, c'est devenu mais la folie. Et en fait, la concrétisation de cette envolée des prix sur le marché de gros ne s'est pas encore à fait inscrite. Ça s'est pas exprimé vis-à-vis du consommateur final. Ça s'est exprimé, ça commence à s'exprimer, mais c'est pas encore l'ampleur que nous on voit. Ouais. Et en fait, je me dis, quand là, tu vois, on a l'histoire justement à cause de l'électricité, t'as les boulangeries qui vont fermer. Mais celles qui vont ouvrir, le pain sera pas moins cher, il sera plus cher d'une part parce qu'il y aura moins de boulangers, et d'une part parce que le blé sera plus cher, la farine sera plus chère. Ouais, bien sûr. Bon, bah, j'ai envie de vous dire, tous les ingrédients sont là pour j'ai envie de dire pour quelque chose de bien hardcore, quoi. Ouais, ok. Après, je voudrais laisser filer Antonio, mais je reviendrai sur cette histoire de l'énergie et des boulangers, parce qu'il y a quand même je trouve, en tout cas, il y a quand même quelques précisions à apporter là-dessus. Bref. Je t'en prie, poursuis, Tony. Oui, en parlant d'énergie, je sais pas si vous avez entendu la dernière parole de notre fameuse ministre préférée de la transition énergétique. Oui, encore. Mais elle nous a dit ouvertement que si les prix de l'électricité augmentaient, c'était de votre faute, monsieur. C'est ça. Alors d'abord, Nihila Latrous, je veux rappeler une chose. Le prix de l'électricité, quand il s'est envolé au mois de septembre-octobre, c'est pas parce qu'il était lié au prix du gaz, mais c'est parce que chacun craignait qu'il y ait une rupture d'approvisionnement d'électricité. Et donc, cette perspective de rupture a créé des prix qui sont envolés parce que les consommateurs sont allés dire moi je suis prêt à payer plus la crainte pour être sûr de ne pas être coupé à aucun moment. Et c'est pas le cette fait situation, c'est à cause de vous, colonel, à cause de vous, Castellan, parce que vous achetez, vous consommez trop d'énergie et que les 10% de résilience n'ont pas été correctement atteints. C'est ça. Et maintenant que nous avons des centrales nucléaires qui ont réouvert, eh bien vous devriez être un peu plus partageur envers les pauvres citoyens du monde qui n'ont plus accès à l'électricité. Ouais. Donc aujourd'hui, on nous dit clairement que la faute de l'augmentation des prix, c'est la faute des acheteurs. C'est nous. Oui, mais clairement. En fait, ce que je voulais justement à propos de ça, c'est qu'il y a pas mal de boulangeries. On parle beaucoup des boulangeries, mais enfin bon, je pense qu'il y a tout un tas de professionnels qui sont impactés. Faut pas oublier aussi que les gens qui voient on voit passer des chiffres astronomiques en termes de facture d'énergie, d'électricité, etc. C'est souvent parce qu'en fait, ils sont allés chercher chez des fournisseurs d'électricité qui ont été mis en place par la dérégulation des marchés vu les directives européennes, et que comme ces acteurs économiques revendent en réalité l'énergie en se faisant une marge, forcément ces gars-là se sont dit chouette, on va pouvoir se faire des marges monstrueuses. D'ailleurs, moi je me pose toujours la question, le
l'opérateur d'électricité qui envoie une facture à un artisan, un boulanger qui a 2 employés et qui espère se faire payer les 5000 balles d'électricité, le mec, enfin, je sais pas, l'opérateur est complètement délirant. Enfin bon, moi, je me dis, alors il compte certainement sur le recouvrement, les sociétés de recouvrement, etc. Parce que ça aussi, c'est un gros business. Mais si vous regardez le professionnel qui, lui, est resté chez EDF, par exemple, il n'a pas ces factures-là. Donc, quelque part, la dérégulation des marchés par les directives européennes a créé aussi cette situation. Donc je pense qu'il y a une espèce de double effet d'annonce, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. D'un côté, oh là là, c'est l'enfer, tout le monde va se casser la gueule, il y aura plus de boulangerie en France. Mais non, les professionnels qui sont en détresse aujourd'hui, c'est parce qu'en fait, ils sont allés vers des opérateurs d'énergie low cost, entre guillemets. Ouais. Vous voyez ? Oui, c'est clair. Et puis quand toujours le même panier Nurachier nous rappelle qu'elle financera l'électricité des petites entreprises, mais pas des micros panier artisans. Nurachier, c'est ce que t'as dit. Oui, enfin, vous avez compris. Nurachier. Vous avez compris de qui on parlait. Mais aujourd'hui, elle dit clairement qu'elle paiera l'électricité des petites entreprises de 10 employés et de 2 millions de chiffre d'affaires, mais qu'elle paiera pas les micro-entreprises de 1 ou 2 employés, comme des boulangeries, comme ce genre d'artisanat. En fait, c'est bizarre. Pourquoi ? Ça me rappelle exactement un peu ce qui s'est passé pendant les confinements en France, et pas qu'en France d'ailleurs, parce que le même schéma s'est reproduit aux États-Unis. Pour moi, qui a un œil de l'autre côté de l'Atlantique, chez nos amis américains, puisqu'on les aime bien dans le fond. Hein. Dans le fond, alors. Mais Non. en fait, quand il y a eu les confinements, qu'est-ce que l'État a imposé de faire fermer ? C'est pas Auchan, c'est pas les magasins de luxe. Non. C'était votre petit boulanger, c'était votre boucher, c'était votre tailleur, c'était tous les artisans. Ouais, le resto du coin. Ouais, voilà. Mais par contre, Auchan, Leclerc, tout ça, ils s'en sont mis plein les fous. Alors du coup, ok, alors on a fait un constat finalement là, juste depuis le début, c'est bien, il y a l'inflation, ça augmente, etc. Est-ce qu'on peut vraiment déterminer pourquoi ? Est-ce qu'on peut arriver à déterminer une cause ou plusieurs causes ? Qu'est-ce que t'en penses, Tony ? Alors, une cause ou un objectif ? Alors, on viendra peut-être à l'objectif, mais... Parce que de la cause découle l'objectif. Certes, mais voilà, Voire l'inverse. Allez-y, mon cher, poursuivez. Le problème qui en soi nous facilite un peu la tâche d'une certaine manière, c'est que on remarque que les sujets qu'on a abordés les semaines dernières, quasiment la même conclusion, quasiment le même objectif derrière, c'est un agenda qu'il faut remplir, c'est une population qu'il faut appauvrir financièrement et intellectuellement, et qu'il faut entretenir comme des fourmis. Ouais. C'est-à-dire que toi, ce que tu es en train de dire, c'est que cette paupérisation, alors là t'es dans le complot le plus total quelque part. La paupérisation, elle est voulue. Et si nous avions un cher Napoléon moustachu qui nous parlerait de l'extinction du paupérisme, il en tomberait par terre. Napoléon moustachu, fais gaffe, tu glisses, hein. Tu parles de Napoléon III, j'imagine. Oui, effectivement. Et je parlais de son ouvrage. Ouais, tout à fait. Alors du coup, ouais, je te pose la question, c'est purement rhétorique, mais pourquoi la paupérisation ? Allez, vas-y, lâche-toi, s'il te plaît. Je ne vais pas répondre à une question rhétorique. Vous n'en faites rien et vous serez heureux. Je crois que c'est lui qui a répondu le mieux. Non mais d'accord, à un moment donné, on peut pas juste, comment dire, nous, entre nous, on sait, c'est certain, mais pourquoi la paupérisation ? C'est important. À quoi ça sert ? Castellan, toi et moi, on sait bien à quoi ça sert. Ah, pardon. Non, mais plutôt pour moi. Celle-là, elle va aller dans le pétigé. Celle-là, elle est belle. Tu sais, en fait, ça a fait d'un coup. Tu sais, la pièce est tombée dans le monnayeur. Ouais, non, mais... Bon, ouais. Pas si tard que ça, mais bon, c'est le bon moment. Je t'en prie. Pourquoi ? Mais non, mais le paupérisme, ça permet en gros tout simplement de pouvoir... Comment je te l'explique ? Contrôler. Ouais, vas-y. Oui, mais enfin, il faut un peu plus de... Va au plus simple, et puis... Oui, mais le problème, c'est que si je dis que ça sert simplement à contrôler les gens, ça va un peu vite. Bon, la paupérisation achète la paix sociale.
Achète la paix sociale, je sais pas. Par contre, elle permet de bien serrer la vis, effectivement, d'avoir la paix. Oui, Là, acheter la paix sociale. Si, alors, je maintiens ce que je dis, la paupérisation achète la paix sociale. Pourquoi? Parce que grâce à la paupérisation, déjà, en fait, tu vas pouvoir mettre tout un arsenal d'aide sociale. Oui. On va Le mettre en fameux place... revenu universel. Ah. Sortez de ma tête, Castellan. C'est pénible à la fin. Mais voilà, ça achète la paix sociale. Et je maintiens le terme acheter. C'est-à-dire qu'en fait, ce que tu évoques, Tonio, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'en fait, on fait en sorte que le ménage moyen soit dans la détresse la plus absolue. Déjà, ça va permettre de mettre en place un arsenal d'aide. Tout le monde va être biberonné à ça. Vous mettez en place un durcissement des retraites, un durcissement pardon de l'indemnité chômage. Donc ça vous permet, dans l'état d'esprit des gens, d'être dans un état mental précaire. Et là, j'ai envie de dire, le tour est joué, parce qu'à partir du moment où cette précarité mentale existe, vous avez les coups des franches pour continuer à gouverner à peu près comme vous voulez. Puisque finalement, le couple lambda avec des gosses, ou le mec tout seul, ou la nana toute seule, sa préoccupation principale, c'est de survivre. C'est la survie immédiate, c'est-à-dire avoir un logement, se chauffer et bouffer. Et avoir un moyen de se déplacer pour aller travailler. Ah, ce sont des préoccupations parfaitement légitimes, hein, d'ailleurs. C'est ce que ah non, tout le monde, hein. J'ai pas dit que c'est illégitime. Ah non, je sais bien que je dis pas que tu l'as dit. Ce que je dis, c'est que ce sont les seules préoccupations auxquelles sont autorisés les gens. Oui, et puis au vu d'ailleurs, je veux dire, on peut aller même un peu plus loin, hein, au vu d'ailleurs de la montée des prix des carburants, non seulement c'est devenu les seules préoccupations des gens, mais en plus, tu as des villes comme un peu ce qu'ils essaient de faire à Paris, où par exemple la voiture diesel est interdite. Donc en fait, on va comment dire, limiter la zone de déplacement des gens. Pourquoi pas à 15 km, tiens d'ailleurs, parce qu'ils en ont parlé il y a pas si longtemps à Davos. Limiter le déplacement des gens à 15 km, limiter la possibilité qu'ils ont d'acheter telle ou telle chose, etc. Les nourrir avec de la bouffe de merde. Et on est bon. Ah bah, on est dedans, hein. Alors, chers amis, chers auditeurs, c'est le moment pour moi de vous rappeler de cliquer sur le pouce en l'air si vous aimez cette émission. N'oubliez pas de commenter, de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. Hein. Cliquez sur la cloche pour bien être averti à chaque fois qu'on sort une nouvelle vidéo. Je vous rappelle aussi que nous avons mis en place les cercles de gentilshommes. Donc, adressez-vous sur notre Discord, venez nous parler. Le soir, on est souvent en train de discuter entre nous. On est présent dans 17 régions de France. Et c'est l'occasion pour nous tous de nous réunir dans le réel. Et enfin, vous pouvez aussi nous soutenir sur Tipeee, parce que bien sûr, on a besoin de matériel pour créer des émissions. Nous avons tout un arsenal de réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez nous trouver. Le Colonel Volkswagen est sur Twitter et le Cercle Richelieu. On est aussi sur Instagram. Tous les liens sont dans la description. Venez nous rejoindre dans le réel, ça nous fera très plaisir. Merci. Revenons à nos moutons. Je me permets de rajouter un exemple qui m'avait été donné lors d'un voyage en Moldavie il y a quasiment 10 ans maintenant. Où en fait, un gars m'expliquait que son père, donc il a vécu en Moldavie à l'époque communiste, si tu te retrouvais par exemple un mardi après-midi, tu te promenais dans la rue, tu te faisais arrêter par les flics, et les flics te demandaient, mais qu'est-ce que vous faites là, monsieur, vous êtes pas au travail? C'est ça que ça va donner. On en est vraiment pas loin. Et je vous renverrai donc à toute cette bande de gauchistes attardés là, qui ne rêvent que de communisme et de toutes ces conneries. C'est fini, hein, fumer des joints en faisant la tawa et se lever à 13h, la tête dans le cul, etc. Vous allez avoir des descentes de flics dans tous les coins, mes gars. Pas que tu me diras, hein. À un moment donné... Tu me diras, tu vois, quand j'écoute des Klaus Schwab, l'autre là de Nouvelle-Zélande ou des Trudeau, je me dis qu'au final, en 89, on a dit que le communisme était tombé. Non. Mais en fait, c'est pas vrai, ils l'ont juste privatisé et depuis ça marche très bien pour eux. Non, c'est clair, ils ont fait un, tu sais je sais pas comment on dit en français, un rebranding. Oui, ils ont changé la marque. Voilà, c'est ça, ils ont refait l'image de marque. C'est tout. Ces gars-là sont des cocos, quoi, des vrais purs et durs. D'ailleurs, en fait, pour exemple, après, je suis désolé de Tonio, on a un peu dévié, mais je crois qu'il y a une vidéo qui circule où Trudeau
donne toute son admiration pour la gestion de la Chine. He was asked which country he most admired and referred to China. There's a level of admiration I actually have for China, because their basic dictatorship is allowing them to actually turn their economy around on a dime and say we need to go green as fast as we need to start investing in solar. I mean, there is a flexibility that I know Stephen Harper must dream about, of having a dictatorship that he could do everything he wanted, that I find quite interesting. Oh, il n'y a pas que lui, hein. Oui, effectivement. Mais il y a au moins, enfin, on a au moins ça en vidéo, quoi. Ces gars-là, en fait, sont... bref, j'allais être dégueulasse, mais enfin, ils ont des montées, ils ont des montées extatiques quand ils pensent à la gestion de ces pays. Hein, oui, alors que bon, la Chine, effectivement, sur le contrôle de sa population, mais après, hein, de toute façon, historiquement, un dirigeant chinois, il n'a que deux choses à faire. Le reste, en fait, les Chinois, ils sont prêts à gober toutes les couleuvres du moment qu'il y a deux postulats qui sont tenus. Le premier, c'est de nourrir la population, et le deuxième, c'est de permettre à cette population-là d'avoir une sorte de prestige. Et en fait, c'est exactement ce que leur donne Xi Jinping. Et puis, c'est pour ça, tu vois, on avait fait notre émission il y a quelque temps où je disais que la Chine c'était en fait le Parti communiste chinois qui ont réfléchi de manière confucéenne, c'est une nouvelle dynastie impériale. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est pas faux. Mais par contre, là où je voulais en venir, et pour me rattacher à ce que tu viens de dire, par contre, du point de vue des élites occidentales, donc Schwab, Trudeau, Macron, etc., en fait, effectivement, ils ont des rêves mouillés de ça, mais parce que eux, ils ne voient que l'aspect contrôle. Voilà, c'est tout ce qui les intéresse. Le reste, ça leur échappe totalement, d'ailleurs. Ouais, je sais pas, à mon avis, un Schwab regarde bien comment sa posture et tout machin. Ce gars-là, tu sens que c'est l'empereur Palpatine, quoi. Et il veut régner sur l'univers. Mais en plus, on est sur quelqu'un qui est quand même un Suisse. Enfin, maintenant, il a la nationalité suisse, mais à la base, il est né en Allemagne. C'est un Bosch, ouais. Voilà. À une certaine époque. Oui, en plus, c'est bizarre. J'ai envie de dire, à une époque où, comment dire, il était de bon ton de brocarder un petit peu l'allemand. L'époque des camps de vacances. Voilà, l'époque des camps de vacances avec toute cette époque-là. Alors non, les colonies, de toute façon, pour l'Allemagne, ces colonies, c'est les mêmes chez qui ils ont envoyé une partie de leur industrie, c'est-à-dire leur zone Est. Les colonies de vacances, je parle. Voilà, c'est ça. Et en bon socialiste qu'il est, puisque on peut pas appeler ça autrement. Ouais. Bon bah, il a refait de manière un peu plus futée le fameux Lebensraum, quoi. Ah toi, carrément, ça y est, c'est parti. Le mot est lâché, les heures les plus sombres. Ah bah là, on y est. On est en hiver, donc en plus, le soleil se couche tôt, les heures sombres, elles sont longues. Hein. Oui, puis de toute façon, en étant aux États-Unis, on voit que leurs camps de naissance sont de plus en plus développés. Bah, quand on voit par exemple sur la gestion du Covid en Nouvelle-Zélande et en Australie, c'était flagrant quand même, où le gouvernement australien a quand même mis dans des camps en plein milieu du désert de Victoria des gens qui voulaient pas se faire vacciner. Ouais. Ça, c'est la classe. Bon, bah... Ça, c'est bravo, hein. Les mecs, ils sont forts. Je sais pas comment ils ont fait, mais il s'est rien passé. Quand vous regardez bien la Nouvelle-Zélande et l'Australie, ça y est, c'est fini. Il y a même eu, je sais pas si vous avez vu il y a quelques temps, là, on a complètement digressé, Tonio, là. Il faut nous le dire, hein, à un moment donné. Mais juste, je finis juste l'exemple. Il y a très peu de temps, ils ont demandé à ce que la population australienne, en gros, pardonne. Je sais pas comment, enfin, ils ont essayé de faire un monde honorable, les flics australiens, en disant, ouais, non, mais, faut arrêter, les gens, ils nous aiment plus, on comprend pas pourquoi, quoi. En blague. Si. Bref, revenons à nos moutons, mon cher Tonio. Oui, et en Australie, de plus en plus cher. Les moutons, c'est nous, d'ailleurs. Oui, moutons, pigeons, tout ce que l'on veut. Non, dans le sens où on se fait tondre. Oui, voilà. On se fait colorer, on se fait tondre. Ils mènent le troupeau là où ils veulent, de toute façon. Quand ça fait tomber les petites piécettes et que ça se transforme en 0 et en 1. Ouais. De toute façon, c'est toujours
C'est toujours la même chose. Et d'ailleurs, il faudrait aussi voir un peu l'évolution des cryptos avec l'évolution de l'inflation. Ah, ça va être un gros sujet à traiter, ça. Il y a beaucoup. Ouais. Alors attendez, je pense, mon pauvre Abba, que tu vas avoir de la coupure à ce moment-là, là, précis. En termes de sujet, Tonio, t'as d'autres choses à traiter par rapport à ça ou pas? Bah, j'ai traité le principal que j'avais à traiter ce soir. Okay, alors après, on peut parler de la BCE qui fait de la merde avec les achats des prêts et des dettes de la France notamment. Mais on commence à rentrer dans des sujets économiques qui sont assez impliquants. Et par contre, c'est aussi un facteur assez important dans l'énorme crise sociale qu'on se prend en pleine. C'est-à-dire qu'en fait, moi je me souviens en 2015, j'étais abonné à un type qui depuis a disparu au passage, qui avait fait intervenir une nana qui faisait du conseil en placement, etc. Et qui expliquait qu'à partir de 2021, la BCE, elle allait justement faire une sorte de reboot monétaire. Oui. Et je me rappelle, c'était en 2015. Et en 2021, c'est arrivé. Donc en fait, une fois de plus, les infâmes complotistes, ça en fait juste les gens qui se renseignent. Voilà, on est en 2023, le reboot économique a eu lieu, la paupérisation est actée. Maintenant, il ne nous reste plus qu'une guerre. Parce qu'au final, c'est un peu leur recette magique. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah bah, disons que la guerre, on peut dire qu'on l'a en partie, puisque on voit bien que Biden, l'administration de Biden a fait toute une fanfare en quittant de l'Afghanistan, mais c'est parce qu'ils avaient préparé en bons Américains, j'ai envie de te dire, pour le coup, ils avaient préparé la suite, et la suite, elle est à nos portes. Sachant que bon, t'as quand même le gros narratif. Je regarde à la fois nos médias à nous et les médias américains un peu mainstream pour le coup. Oui, on est toujours à deux doigts en fait que la Russie s'écroule. Sauf quand on écoute des gens comme Scott Ritter ou Xavier Moreau ou le colonel Douglas McGregor, c'est plutôt l'inverse même qui se passe. C'est en fait là les Ukrainiens ils se font rouler dessus littéralement. Ah bah de toute façon oui. Donc la prochaine guerre, en fait, la situation des États occidentaux est telle que d'une part, on n'a plus de munitions, ou très peu. Le matériel militaire, on l'envoie à l'étranger. Enfin, c'est pas du matériel militaire de pointe, hein, mais bon, ça sert toujours. Peu importe sous quel angle on regarde, en fait, on n'a même pas les moyens de la faire. C'est ça. On se rappelle tous de cette phrase de Le Maire qui dit qu'il va, avec les sanctions européennes, il va couler la Russie. Les sanctions sont efficaces. Les sanctions économiques et financières sont même d'une efficacité redoutable. Et je veux laisser planer aucune ambiguïté sur la détermination européenne sur ce sujet. Nous allons livrer une guerre économique et financière totale à la Russie. Nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie russe. C'est l'inverse qui est arrivé. C'est magnifique. Ouais, c'est clair. Non mais c'est clair que là, on en est au point où, alors pendant que nous on a une inflation, que tout le monde crève la gueule ouverte, le ministère des Armées étudie la question de comment ils vont faire pour envoyer des chars Leclerc à l'Ukraine. Vous êtes au courant de ça? Ah oui. Déjà qu'on a envoyé 5 Césars, dont 2 qui ont fini chez les Russes. Donc en fait, là, ils sont probablement en train de faire de la rétro-ingénierie pour savoir comment ça marche. Déjà, il faut pas oublier que sur, en gros, 400 chars qui ont été produits, sur 1500 chars qui ont été produits, si je me rappelle bien, il y a une grosse partie qui a été exportée. On en a une partie, on devait en avoir à peu près 400, si je me rappelle bien. Il y en a 200 à peu près qui sont stockés, désarmés, et ils sont stockés, voilà. Bon, en gros, le parc actuel, c'est pas grand-chose, hein. Et la farce là-dedans, c'est que, par exemple, les Anglais vont envoyer éventuellement... Des Challenger 2, ouais. Un Challenger. Un. Je pensais que c'était 14. Moi, j'avais entendu 14. Un seul. C'est ce que je disais un article tout à l'heure. Ils vont envoyer, et qui servent de... Comment ils disaient en anglais? De token de prestige. Alors bon, moi la réflexion... Ils ont de l'humour, ces Anglais, quand même. La réflexion, je me fais la suivante. Parce qu'effectivement, l'inflation en France, elle est, je pense, extrêmement, une fois de plus, liée à tout ce qui se passe dans le monde. Puisque n'oubliez pas aussi qu'il y a une inflation aux États-Unis et qu'en fait, il y a une inflation à peu près partout. Qui est pire que chez nous, d'ailleurs. Et qui est pire. Ils mangent cher. En fait, on nous prédit la chute de la Russie. Non, déjà, il faut être ils sont complètement à côté de leur pompe. La Russie, c'est une puissance monstrueuse.
aujourd'hui, là, ils ont rien fait encore en Ukraine. Et moi, je suis toujours à la recherche, je le répète, ça fait plusieurs mois maintenant, où sont les batailles de chars? L'Ukraine, c'est un terrain, à chaque fois qu'on entend parler de l'Ukraine et des villes, Kharkov, etc., Kursk, c'est des batailles de la Seconde Guerre mondiale, avec des mouvements de chars de fous furieux, quoi. Là, il y en a pas. La dernière vidéo que j'ai vue sur des chars, c'est 2 pauvres chars, un de l'ère soviétique, piloté par des Ukrainiens, et un char relativement moderne, et encore pas trop russe. Deux chars qui se tirent dessus à bout portant. Non, mais après, c'est très probablement que ces chars ont été vendus, transformés en argent par l'Ukraine. Puis, on se demande où ils sont allés, et puis on se demande si ces chars-là se retrouveront pas dans la plaine de Poitiers en, 2032, par une cavalerie légère étrangère. Non, parce qu'il faut pas oublier que si on parlait de guerre en France avant la guerre en Ukraine, c'était pas vraiment des Russes qui étaient à nos portes, quoi. Non, c'est clair. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que s'il y avait vraiment on est dans une guerre d'information. Moi, je comprends pas que le Pékin moyen ne se dise pas, mais qu'est-ce qui se passe vraiment en Ukraine? Parce qu'on nous parle de bataille. À chaque fois qu'on voit des images, il y a 4 pelés et 2 tondus qui se tirent dessus avec des armes improbables, souvent. Ou alors du contracteur polonais. Ouais, d'autant qu'il y a 2 choses qu'il faut savoir par rapport à l'Ukraine. C'est que d'une part, pour un soldat russe qui meurt, il y a 8 Ukrainiens qui tombent. Donc en fait, le déficit d'effectifs numériquement, il est voilà, il y a même plus photo. Et deuxièmement, on parle de tout le matériel qui est envoyé. Il y avait les fameux missiles Patriot que Biden il va envoyer, le Challenger, les Leclerc. Mais qui c'est qui va les conduire des Ukrainiens? Est-ce qu'ils ont été entraînés dessus? Et les Bradley. Les Bradley. Les Bradley avec des taux. Oui, voilà. Mais encore, je reprends le colonel McGregor qui lui connaît son affaire puisque c'est un colonel de cavalerie à la retraite. C'est du matériel qui nécessite des années d'entraînement pour pouvoir être effectif sur le terrain. Que ce soit les Patriotes, les Bradley, je crois qu'il va leur envoyer un Abrams aussi, qui est le gros char de ligne américain. Mais encore une fois, tous ces matériaux-là, ce matériel-là, même les chars Leclerc. Enfin, moi, j'ai fait mes classes de réserve dans la cavalerie lourde, donc principalement qui se servent de chars Leclerc aujourd'hui. Et je veux dire, en tant que grenadier voltigeur, qui est quand même le troufion de base de l'armée française, on ne sait pas piloter un char Leclerc. Oui, voilà. Et alors maintenant, comme les Ukrainiens, ils sont à faire les fonds de tiroir, je veux dire, on a des vidéos avec des gamins qui sont à qui on a mis, franchement, c'est la chute, le fameux film La Chute, tu vois. Tiens, mettez-lui un froc, que ça passe quelque chose. C'est des Volkssturm. Oui, voilà, c'est exactement. Et en fait, et on va espérer que ces gamins-là ou que ces gens-là ou même les conscrits polonais vont avoir l'entraînement suffisant pour piloter un Bradley ou je sais pas quoi. Effectivement, après le faire rouler c'est autre chose, mais et que ça ait un impact réel en fait sur la ligne de. C'est ça, ils vont apprendre à faire un créneau avec et puis voilà. Oui, voilà. Mais pour en revenir donc parce que là on a un peu digressé, mais pas vraiment. En réalité, l'inflation généralisée permet de neutraliser tout un tas de velléités. C'est cool, tout va bien. Pendant ce temps-là, on nourrit le narratif et on nourrit comme en fait on a eu la tension du Covid et puis qu'après la tension du Covid, c'est retombé. On nourrit la tension de la guerre à nos portes. Moi, je pense que l'Ukraine va disparaître. Ah oui, oui. Je le dis. Ah oui, oui. Je pense vraiment. J'en suis quasiment sûr. Parce qu'à un moment donné, tous ces gens affamés, etc., ils vont attraper les gens qui pilotent à Kiev et ils vont en faire des cheese. Sachant qu'en plus, tu vois, il y a aussi ou du goulash plutôt d'ailleurs. Il y a aussi les effets annexes. Par exemple, tu prends la Pologne aujourd'hui, je crois ils ont 1,5 million de réfugiés ukrainiens. Ouais. Comment ils vont faire? En plus, c'est drôle parce que le gouvernement polonais, c'est un des plus en avant pour dire oui, l'OTAN maintenant venez, c'est bon, on y va tous, machin, article 4, tout le tintouin, article 5, tout le tintouin. Ouais, et t'as pire que ça, t'as ce que disait Patreus. Lui, en fait, il veut une coalition des pays de bonne volonté, hors OTAN, pour créer une armée et aller se battre contre la Russie. T'as entendu parler de ce truc-là? C'est n'importe quoi. Oui, mais... Tu vois? Alors bon, faut qu'on fasse gaffe, parce que là, on est en train de sortir du format, on sort de tout, mais je le répète, à partir du moment où le conflit va se tasser, ils auront plus les billes pour nous faire ce qu'ils sont en train de faire. Ah non. Alors c'est pour ça que, je sais pas ce que vous en pensez,
ils ont quand même tout intérêt à ce que ça tourne au vinaigre. Mais ils en ont pas les moyens. Voilà. Du tout. Alors, je suis d'accord avec toi que ce soit en interne ou en externe, effectivement, ils ont tout intérêt à ce que ça tourne au vinaigre. Ils en ont pas les moyens. Et en plus, quand tu regardes un peu, justement, on en parlait tantôt la semaine dernière et même un peu aujourd'hui, c'est que on a quand même le Forum économique mondial qui fait en gros sa grosse fanfare annuelle avec les mêmes sujets dont il parle de manière annuelle, etc. Et moi, je vois un effet de cavalerie, c'est une sorte d'accélération. En fait, l'effet de cavalerie pour nos auditeurs, c'est en gros avancer, mais sans comment dire, garantir la solidité de ses arrières. C'est ça l'effet de cavalerie. Ils voient que en fait, un peu comme dans ces films ou ces jeux vidéo, vous voyez le type qui court sur un pont et en fait le pont s'écroule de plus en plus vite derrière lui. Ils sont un peu dans cette situation-là, c'est-à-dire qu'ils voient que le pont il est en train de s'écrouler derrière eux, mais ils sont obligés de courir parce que s'ils s'arrêtent, ils tombent. Pas ce que t'en penses, Tonio, vu que c'est ton sujet. Oui, alors un sujet. Mon sujet c'était pas exactement l'Ukraine, mais bon effectivement, comme ça se retouche. Oui, c'est plus sur l'effet de cavalerie, le fait que l'inflation sert à ça aussi, etc. À faire cette stratégie de choc et d'effroi, si tu veux. Oui, alors après, je pense que si tu choques trop le français, malgré tout, la réaction peut éventuellement être. Il peut y avoir éventuellement une surprise. Bon, mais je pense que la charge se fait pas avec trop de vitesse. On peut pousser une charge longue. Ouais. Après, moi, ce que je vois en France, c'est que on a eu les gilets jaunes en 2018, à une époque où le carburant était quand même moins cher qu'aujourd'hui. Bon, on a les soucis d'inflation qui font que les gens ont peut-être moins le temps. Ils ont très bien vu qu'il y avait une réponse de l'État. Alors, l'État n'a pas tiré à balles réelles, mais il y a quand même eu des blessés, des borgnés, des éclopés. Des morts. Et par contre, je vois bien les restaurateurs, les commerçants, notamment ceux qui font du commerce de bouche, être à la tête parce qu'au bout d'un moment, en fait, c'est eux qui sont les plus impactés et pas ricochet de nous. Mais c'est eux, c'est leur raison de vivre, en fait. C'est-à-dire que qui est très impacté. Si vous regardez bien, jeudi, il y a eu la grève, là. Enfin, oui, on enregistre, donc pour moi, c'était le 20, la grève du 20, là. Non, c'est du 19. Du 19, pardon. Ah oui, en plus on a changé d'heure. Il est tard, chers auditeurs. Et apparemment, il y aurait eu entre 1 et 2 millions de mobilisations de personnes dans les rues. Est-ce que c'est significatif ? Est-ce que, par exemple, l'inflation en France va jouer un rôle là-dedans ? Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Franchement, 2 millions de personnes pour une manifestation, même si à Paris, ils n'étaient pas 2 millions, c'est quand même quelque chose d'assez fort, surtout depuis la fin des Gilets jaunes avec le début du virus. Ouais. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu des gens dans la rue. Alors, j'espère que la plupart des Français se rappelleront de leur ancien temps où on pouvait sortir dans la rue pour exprimer une opinion et pas aller seulement sur Twitter. Mais bon, il faut voir ce qui va se passer, il faut aller dans les rues, il faut se lever. C'est-à-dire que, par extension, on pourrait se dire que, quelque part, l'inflation peut provoquer le fameux électrochoc que nous, on attend depuis longtemps. C'est ça. Maintenant, je suis assez dubitatif, je vous avouerai. Regarde, la veille du premier samedi des Gilets jaunes, on s'y attendait pas, on a eu un peu bon, ça va vous faire sourire, mais un peu la divine surprise. On a beau spéculer, avoir de la prospective basée sur des informations factuelles, des chiffres, etc. On n'est jamais à l'abri, en fait, c'est ça qui est génial avec l'histoire, c'est qu'elle est constamment en mouvement et en fait, on n'est jamais à l'abri d'un hockey de l'histoire. Et c'est souvent, en fait, dans les hockeys que l'histoire avance et que les choses évoluent, parfois, souvent dans le meilleur, parfois dans le moins bon sens, mais ça évolue. Alors, je trouve que c'est une excellente conclusion, mon cher Castellan. Alors, chers auditeurs, on a sacrément digressé, mais je pense que vous avez compris à peu près notre façon de raisonner vis-à-vis de cette inflation, de cette situation dramatique dans laquelle nous sommes. Et je vous pose la question, est-ce que vous pensez que les mois qui viennent vont voir un sursaut ? Est-ce que la vie qui s'annonce être de plus en plus difficile va voir les Français avoir un réel sursaut ? Est-ce qu'ils mettront de côté
leur espèce de querelle partisane, parce que nous n'oublions pas que nous sommes royalistes. Alors effectivement, on tape beaucoup sur les gauchistes, mais en réalité, on devrait taper sur tout le monde. Donc je voudrais bien sûr préciser que le royaliste n'est en principe ni de droite ni de gauche, il est au-dessus de la mêlée, ou alors peut-être représente-t-il ce qu'est la droite authentique. Dans ce cas-là, en réalité, de droite et vertueuse. Et est-ce que vraiment nous allons vers un sursaut, ou est-ce que, à l'instar de la grenouille, tout le monde va s'endormir gentiment en attendant d'être cuit? Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour la prochaine édition de Génération X. Eh bien, on va se quitter là-dessus, colonel. Au revoir. Au revoir. Tonio et Castellan, je vous laisse un tout petit mot de la fin. Vas-y, Tonio. Oui, bien, chers Français qui nous écoutent, bien, achète les choses qui te sont vitales et bon courage pour l'avenir. Puis vive le roi, vive Dieu, vive la France. Castellan. Puisque nous sommes royalistes, soyons aussi tout autant pleinement royalistes et soyons chrétiens et ne désespérez pas. Faites ce que vous avez à faire pour survivre, pour maintenir vos familles en bonne santé. Donc mangez bien, ça vous évitera de dépenser beaucoup d'argent dont vous avez de moins en moins, des médicaments qui sont pas forcément toujours bons pour vous. Lisez beaucoup. Écoutez de la musique, faites de la musique, faites des choses, voyez les gens, prenez des apéros, vivez plus que survivez, faites le nécessaire pour pouvoir faire de votre mieux au quotidien. Et surtout, n'oubliez jamais qu'en fait, la plus grande des vertus, c'est l'espérance. Ne désespérez jamais. Le désespoir est une faute en fait de l'esprit. Merci Castellan. Vive le roi. Merci à tous de nous avoir suivis et vive la France, vive le roi, soyez royalistes.